Maintenant, on attaque le cours à proprement parler. Donc, je m'étais arrêté pratiquement à la toute fin de la partie cours de ces états de la matière. On reste sur cette propriété colligative qui est l'osmose, le phénomène d'osmose, qui est une propriété colligative, je vous rappelle, parce qu'elle dépend de la concentration des espèces en solution et non pas de la nature des espèces qui sont en solution, uniquement de leur concentration. Et juste après ce que l'on a vu, donc c'était l'osmose inverse, hein, enfin on a un phénomène d'osmose, mais au lieu de laisser passer le solvant, on pousse le solvant dans l'autre sens, donc en faisant un effort, cette fois-ci, on va à l'encontre de ce qui se fait naturellement. On a aussi un autre phénomène qui est lié à l'osmose et qui est plus proche de ce qu'on a en réalité, plus proche de la réalité, c'est-à-dire des membranes qui se comportent beaucoup plus près de ce que l'on observe effectivement dans le monde réel. Ce sont des membranes dites dialysantes. Et je suis sûr que le mot dialyse, vous l'avez déjà entendu. Pour certains, malheureusement, parce qu'un proche en a besoin, parce que vous êtes concerné et vous savez ce que ça veut dire. Pour d'autres, simplement parce que c'est un mot qu'on rencontre tellement fréquemment que vous avez au moins une petite idée de ce dont il s'agit. Quand on a des problèmes particulièrement rénaux et qu'il faut aider les reins à nettoyer l'intérieur du corps, en fait, les fluides corporels, le sang en particulier. Le principe d'une dialyse, c'est que la membrane n'est pas une membrane hémiperméable. On va l'appeler une membrane dialysante, ce qui n'apporte strictement rien en termes d'information, hein, d'accord ? Parce qu'elle est dialysante, parce qu'on l'appelle membrane dialysante, ça ne veut rien dire. Non, c'est que ces propriétés sont qu'elle est perméable au solvant, c'est la même chose, pas de souci. Mais elle est également perméable aux petits solutés. Sous-entendu, elle est imperméable aux gros solutés. Bon, après, petit et gros sont des termes scientifiques excessivement précis qui qualifient des petits solutés et des gros. Vous comprenez bien que c'est un sens extrêmement figé, d'accord ? Bon, on est bien d'accord, ça ne veut rien dire petit et gros. Chaque membrane dialysante a ses propres propriétés. C'est-à-dire que les trous qu'il y a à l'intérieur et qui laissent passer le solvant ont un certain diamètre, et toutes les molécules qui ont un diamètre qui est inférieur à ça, à ces pores, seront capables de passer à travers. Donc il n'y a pas une limite fixe à c'est dialysant, c'est pas dialysant, les petits et les gros. C'est chaque membrane qui a ses propres propriétés de filtration et qui va les passer jusqu'à une certaine taille. Donc c'est quelque chose qui est indiqué sur la membrane, ou en tout cas quand elle est vendue sur le paquet sur lequel c'est vendu, d'accord, et qui va permettre de savoir ce qui est gros et ce qui est petit, en gros, ce qui passe et ce qui ne passe pas. Mais pour simplifier simplement les choses, simplement dans l'ordre d'idée actuel, une molécule petite, c'est toutes les molécules qui comportent jusqu'à quelques dizaines d'atomes. Une grosse molécule, clairement, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'atomes. Et entre les deux, on va avoir une espèce de... Ça peut passer un petit peu, mais pas vraiment bien. D'accord ? C'est un peu la configuration de la molécule. Elle est plutôt allongée, elle va passer, elle est plutôt en boule, elle ne passera pas. Voilà. Et ça peut changer au cours du temps. Donc, petite molécule, quelques dizaines d'atomes, grosse molécule, quelques centaines, quelques milliers d'atomes. Et évidemment, les espèces ioniques qui ne comportent que quelques atomes, voire un seul, celles-là, elles passent systématiquement parce qu'elles sont tellement petites que de toute façon, elles font déjà quasiment la taille du solvant, voire moins, et elles avaient déjà la capacité à passer à travers une membrane hémiperméable réelle. D'accord ? Donc celle-là, évidemment, elle passe systématiquement, ça ne pose pas de problème. OK ? On est à peu près clair sur ça ? Voilà, donc imperméable aux gros solutés. Gros solutés, du point de vue biochimique, biomédical, d'accord, c'est quoi ? Ça va être les protéines, par exemple. Typiquement, c'est les protéines. D'accord ? Et tout ce qui y ressemble, protéines, ADN, enfin en gros macromolécules de la chimie organique. Voilà, ça passe pas, très clairement. Par contre, les nutriments, les sels minéraux, ça va passer. D'accord ? Voilà.
C'est finalement relativement simple. Et donc ça veut dire que quand on a une membrane dialysante, on va se retrouver avec deux phénomènes à traiter. Les petites molécules, elles diffusent, donc elles vont naturellement équilibrer leur concentration des deux côtés. Voilà. Tout ce qui est petites molécules va équilibrer ses concentrations, et tout ce qui est grosses molécules va rester dans son compartiment et provoquer le phénomène d'osmose. Donc on va traiter deux phénomènes en même temps quand on a affaire à de la dialyse. Mais ceci étant dit, osmose, on a déjà vu ce que c'était. Voilà. On a déjà vu ce qui se passait quand on avait une membrane réelle qui laissait passer certains éléments. On tient compte de l'osmolarité effective et donc de la pression osmotique effective. Donc on les élimine, on n'en tient pas compte dans la pression osmotique. Et puis, en ce qui concerne la diffusion à proprement parler, j'en ai parlé en même temps, on va juste équilibrer les concentrations, c'est-à-dire qu'on tiendra compte non plus simplement du volume du compartiment dans lequel le composé était au départ, mais du volume total, une fois que ça aura pu s'équilibrer sur les deux compartiments. Voilà, c'est tout. Donc, dilution pour les petites molécules et osmose pour les grosses molécules. Mais donc, il faudra tenir effectivement compte des deux phénomènes en même temps. D'accord ? Donc, voilà, c'est résumé ici. Osmose, en ce qui concerne donc, le solvant pour équilibrer les grosses molécules, et diffusion pour les petites molécules. Et pour être plus clair sur ça, nous aurons des exemples en ED qui concerneront justement la dialyse, les membranes dialysantes et les membranes hémiperméables. D'accord ? On aura ça en ED pour détailler. Là, il y a le comment on fait, comment on devrait faire, et le on le fait ensemble, on fera ça en enseignement dirigé. En attendant, une des applications de l'osmose que l'on retrouve régulièrement, donc on va le faire, est des propriétés colligatives dans l'ensemble, c'est de déterminer un certain nombre de paramètres. D'accord ? On peut s'en servir aussi pour ça. Pas seulement pour faire fondre la neige en hiver. D'accord ? Et en particulier, l'abaissement cryoscopique de la température de congélation du solvant. D'accord ? Vous vous rappelez ? C'est tout ça, le titre. Peut servir à déterminer la masse molaire d'un composé. Ah bon ? Oui. Parce que, en admettant, mais vu que c'est moi qui vais le faire, j'ai le droit de le faire, que ma solution ne comporte qu'un seul composé, le composé B. Son osmolarité totale, c'est sa concentration, d'accord ? Donc son nombre de moles divisé par la masse de solvant. D'accord ? On est en osmolalité là, j'ai peut-être dit osmolarité juste avant. Je dois avouer que je ne me rappelle pas, mais on est en osmolalité, ici. Bon. Il y aurait un coefficient de Van 't Hoff en plus si c'était un composé qui se décomposait. D'accord ? Ici, j'en ai pas besoin. Le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Rien de nouveau sous le soleil jusque-là. En arrangeant un tout petit peu, on peut évidemment en déduire que la masse molaire, elle peut être calculée à partir de l'abaissement cryoscopique. Dès l'instant où on connaît la constante cryoscopique, mais ça, on la trouve dans les bouquins, puisqu'on la connaît, elle est propre à chaque solvant. L'abaissement cryoscopique, on le mesure. Comment on fait pour le mesurer ? On mesure la température de congélation du solvant, on mesure la température de congélation de la solution, on a la différence de température. Voilà, c'est juste une opération à faire, d'accord ? Dans laquelle on se gèle un tout petit peu, on est bien d'accord, parce qu'il faut voir le point de congélation, mais ce n'est pas compliqué. La masse de solvant, on la connaît, on a préparé la solution. La masse du composé, on le sait, on vient de la peser. Donc on a toutes les données, on peut en déduire directement la masse molaire. Alors évidemment, ça n'a d'intérêt que quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, d'accord ? Un composé inconnu, on veut en déterminer la masse molaire, on le fait, voilà, on peut le faire.
Évidemment, de nos jours, on a plutôt tendance à utiliser des appareils qui s'appellent des spectromètres de masse. D'accord ? Mais pour faire l'opération qui est décrite ici, il y a besoin de, je ne sais pas, 15-20 € de matériel. Un spectromètre de masse, ça chiffre plutôt dans les 100 000 €. Bon, ben voilà, quand on a juste une masse molaire à déterminer, c'est moins cher de le faire comme ça. OK ? Mais ça dépend de la précision aussi que l'on veut atteindre. C'est bon pour tout le monde ? Et vous voyez que ça, ce type de démarche-là, pourrait très bien fonctionner pour déterminer la masse molaire d'une protéine que l'on vient d'extraire d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça fonctionnerait. Donc par exemple, en admettant qu'on est dans de l'eau, 0,5 pour K, la masse de composé que j'ai pesée, c'était 30 grammes, j'ai un abaissement de 0,25 degrés, c'est ce que j'ai mesuré. La masse de soluté, j'ai pris 1, parce que j'ai bien le droit de me faciliter les choses au niveau du calcul, hein, d'accord ? Donc 1 kg, eh bien ça veut dire que mon composé aurait une masse molaire de 60 grammes par mol. Voilà, d'accord ? Après, ça ne me dit pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui tourne aux alentours de 60 grammes par mol. Le petit point supplémentaire que j'espère avoir le temps de développer dans ce qui me restera de cours une fois qu'on aura avancé sur l'oxydoréduction qui va suivre. D'accord ? Mais qu'on va déjà faire là, et que vous allez comprendre, c'est que quasiment tout ce que l'on a fait ensemble jusque-là, on l'a fait essentiellement sur des solutions qui étaient des solutions idéales. Les gaz parfaits et, à proprement parler, les solutions idéales, puisque les gaz parfaits sont des solutions idéales. D'accord ? Gazeuses, mais ce sont des solutions idéales. Si on n'a pas une solution idéale, on a vu ensemble que la loi des gaz parfaits, elle était en fait légèrement corrigée. D'accord ? On corrige la loi des gaz parfaits. Donc on a une première attitude pour tenir compte du fait que l'on n'est pas dans un monde idéal, c'est on prend la loi idéale et on la bricole un peu pour que ça colle mieux au monde réel. C'est la première manière de faire. Elle est très répandue, d'accord ? Où on va avoir des versions un peu bricolées de la loi idéale pour que ça colle. Et puis il y a une deuxième attitude. La deuxième attitude, elle est un peu plus subtile. Elle consiste à dire non, la loi, elle est bonne, simplement, quand on atteint des conditions qui sont un peu extrêmes, le comportement des espèces chimiques change. Ce n'est pas la loi qui change, c'est le comportement des espèces chimiques. Et donc, quand on fait les calculs, puisqu'on ne tient pas compte de ce changement de comportement, on trouve des résultats qui sont un peu faux. Mais fondamentalement, la loi, elle est correcte. Mais il faut corriger le comportement. Ça consiste, par exemple, si on prend, parce qu'on l'a vu ensemble, d'accord, enfin on l'avait vu sur la cryo, mais c'est pareil, le fait qu'il y a un écart au bout d'un certain temps en concentration entre la belle droite qu'on avait prévue et la température de congélation des solutions qui contiennent du sel, d'accord ? Le fait qu'on ait un écart, c'est pas parce que la loi est fausse, c'est parce qu'on ne devrait pas utiliser, et c'est vrai aussi pour la loi de Henry, c'est parce qu'on ne devrait pas utiliser la concentration. On devrait utiliser, à la place de la concentration, quelque chose qui s'appelle l'activité. Vous avez vu que là, la concentration, je l'ai notée en fraction molaire, hein, mais vous savez que les concentrations, on peut les exprimer dans n'importe quelle unité, d'accord ? Des tas d'unités différentes. Et ce que vous voyez là, c'est dire, on ne prend plus la concentration, on corrige la concentration par un facteur noté gamma qui s'appelle le coefficient d'activité. Ce coefficient d'activité tient compte des conditions dans lesquelles on se trouve de manière à ce que les résultats, cette fois-ci, de la loi, qui est restée inchangée, comme si on était dans les conditions idéales, donnent des résultats qui sont corrects. Ça peut sembler un peu bizarre comme idée. Il se trouve simplement que ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne tellement bien, avec tellement de formules, qu'on doit se dire qu'il doit y avoir quelque chose de correct derrière. Maintenant, ce gamma, comment on le trouve? Comment on fait pour le corriger? On a plusieurs formules qui permettent de le calculer.
On peut aussi le découvrir expérimentalement. Et les formules que l'on utilise pour calculer ce gamma, ce facteur de correction, figurez-vous qu'elles font intervenir en particulier la force ionique. Parce que quand une solution est extrêmement chargée en ions, on crée dans la solution des tas de champs électriques qui vont forcément modifier le comportement global de la solution et des autres solutés. Ça semble logique à comprendre une fois qu'on l'a constaté, d'accord ? Et que plus une espèce est chargée localement, c'est-à-dire que c'est un plus 2, un plus 3, d'accord ? Donc un Ca2+, plutôt qu'un Na+. Elle crée un champ local qui est vraiment plus puissant et vraiment local. Et donc elle aura beaucoup plus d'influence que deux Na+, l'un à côté de l'autre. C'est l'idée qui se trouve derrière. C'est la raison pour laquelle, dans le calcul de cette force ionique, on avait la charge au carré. Pour tenir compte du fait que quand les deux charges quand les charges multiples sont au même endroit, il y a plus d'influence que quand ce sont des charges multiples qui sont dispersées. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'important. Ça, dans les programmes précédents, avant PACES et même de PACES, il y avait moyen de le détailler un peu plus. Il n'y a plus vraiment de temps pour le faire. Mais vous vous rendez compte que c'est quelque chose de fondamental, ceci étant dit. Parce que passer d'un monde qui fonctionne à peu près bien quand on est dans les bonnes conditions, d'accord ? C'est-à-dire avec des concentrations qui ne sont pas réalistes, hein. Il n'y en a quasiment pas dedans. Et réussir à obtenir des résultats corrects à travers les équations qu'on utilise déjà, mais dans des conditions qui sont beaucoup plus proches du réel, donc souvent à des fortes concentrations, c'est quelque chose d'important. Parce qu'on ne va pas demander à un patient de virer toutes les protéines, tous les sels minéraux et les nutriments qu'il a dans le corps pour qu'il colle au modèle mathématique que l'on a établi. Ce n'est pas réaliste, cette idée-là. Donc il faut qu'on fasse dans l'autre sens. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ça, d'accord ? Mais cette deuxième solution est beaucoup plus proche de la réalité que la première, d'accord ? Elle consiste à dire, quand on modifie trop les conditions et qu'on s'éloigne de la solution idéale, ça modifie le comportement, tenons compte de cette modification du comportement individuel des espèces. D'accord ? Et on fait ça en utilisant cette notion d'activité et non plus de concentration. L'activité, c'est la concentration fois un facteur d'activité, une donnée mathématique qui tient compte justement de ces modifications de comportement. Parfait ? Allez. Donc ça, c'est dans les cours de thermodynamique hein, que ça se trouve.